Merci beaucoup aux organisateurs de ces journées, de cette école de m'avoir invité. Ça me fait très plaisir. Je vais aborder des thématiques qui sont complémentaires à l'introduction faite ce matin par Alexandre, c'est-à-dire que je ne vais pas vraiment parler des fausses nouvelles, mais je vais parler d'une autre chose. Je vais parler plutôt d'autorité et, vous allez voir, de confiance. Alexandre en a parlé. C'est-à-dire que la question que je vais me poser pendant cette heure de présentation, c'est pas tellement pourquoi il y a des informations fausses ou des fausses nouvelles ou des fake news, mais plutôt pourquoi nous y croyons. Donc il n'y aurait aucun problème s'il y avait des fausses informations et que personne n'y croyait. On ne se poserait pas la question. D'ailleurs, comme on l'a vu avec les différentes définitions de ce qu'on peut entendre par fausses nouvelles, il y en a plein où en effet, il n'y a pas de problème. La satire, par exemple, tant qu'on sait que c'est de la satire, ou la parodie, tant qu'on sait que c'est de la parodie, ça ne pose aucun problème, au contraire, c'est souvent signe d'une démocratie saine que de pouvoir faire de la satire et de la parodie. Donc, je vais commencer très rapidement par dire que des fausses nouvelles, il y en a toujours eu, des différents types. Je ne vais pas essayer de les définir parce que Alexandre a fait une typologie plutôt précise déjà ce matin. Donc à partir des mensonges, les canulars, donc fausses nouvelles ou fake news comme on l'entend plus aujourd'hui dans le sens de la fabrication par exemple, etc. La propagande, et on pourrait s'amuser à les lister. Popper disait que le langage a été inventé pour dire des mensonges. Il n'y aurait pas besoin de langage pour dire la vérité se manifeste toute seule. Je parle pour dire l'inverse de ce que je pense et de ce qui se voit. Je n'aurais pas besoin de vous parler simplement si je devais juste montrer la vérité. Bon, c'est une interprétation, mais quand même, disons que ça fait partie de notre nature, peut-être, ou de notre nature linguistique en tout cas, que de dire des choses fausses avec, pour choses fausses, on sait tout ce qu'on peut entendre. Alors, mais quel est là-dedans le rôle du web? Et là, je vais citer une phrase malheureuse, très malheureuse à mon avis, de mon concitoyen Umberto Eco. On le voit là, en fait, cette symbolique-là de cette image me semble très importante pour ce qu'elle représente. Hein. Un type qui avait dans sa maison, je ne sais pas si vous avez vu quand il est mort, une vidéo circulée sur Internet qui faisait voir sa bibliothèque personnel, je ne sais plus combien de milliers de livres il avait chez lui, donc une bibliothèque immense, hein, et Umberto Eco, peut-être un des plus connus représentants d'un certain type de savoir, connu parce que pop aussi, populaire, hein, avec ses romans, donc tout le monde le connaît, il y a ses photos géantes sur la façade du Louvre à Paris il y a quelques années, donc voilà, un intellectuel star, ce qui est rare hein, quand même, mais cet intellectuel star, dépositaire d'un savoir et d'une érudition immense, qui dit, malheureusement, les réseaux sociaux ont donné le droit de parole à des légions d'imbéciles qui avant ne pouvaient parler qu'au bar, après un verre de vin, sans conséquence pour la collectivité. On les faisait se taire tout de suite, tandis que maintenant, ils ont le même droit de parole qu'un prix Nobel. Alors, je trouve cette phrase très significative, très malheureuse, surtout venant d'un type qui semblait pas imbécile, mais après il sort une phrase comme ça, on s'est dit, ok. Mais elle est significative, cette phrase. Donc, essayons de l'analyser. Ça, c'était un entretien qu'il donnait à un journal italien il y a 2 ans, peu avant de mourir. Et bon, il montre qu'il n'avait rien compris de ce qui s'était en train de passer, à mon avis, par rapport au web. Mais qu'est-ce qu'elle dit, cette phrase? Elle dit que, justement, n'importe qui dit n'importe quoi sur le web. Et donc, que c'est un espace sans règles qui s'oppose
un espace structuré. Un espace structuré, celui de sa bibliothèque, hein, où il y a la place pour les prix Nobel, mais pas pour des gens qui boivent du vin au comptoir, hein, contre un espace qui n'est plus structuré, selon Umberto Eco, où tout est sur le même plan. Et c'est ça qui déclenche l'angoisse de l'érudit, qui s'est dit, là, on ne peut plus rien comprendre, tout est sur le même plan. C'est un peu une thématique qu'on retrouve souvent avec la métaphore lancée pour d'autres raisons par Zygmunt Bauman, celle de la liquidité, et qui a été, hélas, à mon avis, trop utilisée pour décrire l'espace du web. C'est liquide. C'est liquide, donc ça bouge trop, donc il n'y a rien de stable, il n'y a pas des choses reconnaissables. D'ailleurs, Umberto Eco a pas mal écrit sur cette question en reprenant la métaphore de la liquidité de Bauman pour expliquer la société contemporaine, etc. Et alors, l'idée de fond, c'est, d'ailleurs, certaines métaphores qu'on utilise pour parler du web, la navigation, qui renvoie à cette idée de le flux des données, cette idée de liquidité, nous font penser que donc il n'y a pas de structure, c'est liquide, tout bouge, il n'y a pas une structure claire. Alors je pense que, et du coup on s'est dit, la crise de l'autorité, elle vient d'où? Elle vient du fait qu'il n'y a plus de repères. Tout bouge, tout est liquide, tout est sur le même plan, il n'y a plus de repères. Alors, ce que je vais essayer de vous démontrer dans les 45 minutes qui me sont données est que c'est faux. Il n'y a rien de plus faux. Pourquoi ma thèse que je vous donne tout de suite, le takeaway message, si comme ça vous pouvez après continuer à voir les matchs de foot de la France comme Olivier. Voilà, et vu que maintenant les mots de passe de la connexion fonctionnent, ce n'est pas possible pendant qu'Alexandre parlait, on a raté les premiers temps, mais là maintenant vous pouvez. Bon, mais le takeaway message est l'espace numérique, en particulier l'espace du web, mais après je vais vous dire ce que j'entends par espace numérique en général, est un espace fortement structuré qui n'a rien de liquide, au contraire, peut-être qui est beaucoup trop structuré parfois par rapport à d'autres espaces auxquels nous sommes habitués. Et en fait, corollaire de cette thèse, les formes d'autorité qui existent dans l'espace numérique, il y en a beaucoup, c'est pas vrai qu'il n'y a pas d'autorité, il y en a beaucoup. Il n'y a pas vraiment une crise de l'autorité, mais peut-être un changement des formes d'autorité. Et cela provoque que nous sommes un peu égarés, comme Umberto Eco l'était. Lorsqu'on regarde ces formes, on a l'impression qu'il n'y en a pas, simplement parce qu'elles ont changé. Donc on s'est dit, tout est sur le même plan, simplement parce que l'ordre des livres dans notre bibliothèque a changé. Du coup, on ne retrouve plus rien et on s'est dit, il n'y a pas d'ordre. Mais ce n'est pas ça. Hein. Donc Umberto Eco, typiquement, je trouve que Umberto Eco est une belle métaphore de cette incompréhension. Le type qui s'orientait dans les rayons de ces, je pense, 600 000 livres à la maison, dès qu'on lui... Donc, et qui est capable, l'érudit qui est capable de retrouver le petit livre classé dans un coin de cette bibliothèque et de décrypter l'autorité et l'importance de ces livres par rapport aux autres 500 000, 999 000, etc. Je ne sais plus ce que je dis. Bon, lui, devant un changement radical ou un changement important des structures spatiales, des organisations, des objets, il est perdu et il dit, là tout est sur le même plan, il n'y a plus de structure, les imbéciles ont le même droit de parole que les prix Nobel. Donc je vais mettre un peu en question. Alors, en fait, d'où vient cette idée de la liquidité et de la non-structure et de la fin de l'autorité? Ça ne vient pas de nulle part, ça vient d'un rêve libertaire qui est à la base qui est parmi les bases idéologiques du développement du numérique, en entendant le fait numérique comme quelque chose d'assez large. À partir des... si vous lisez, il y a un très beau livre de Dominique Cardon sur la démocratie Internet, justement, publié chez Seuil, je pense, en 2010,
une chose comme ça, où Dominique Cardon fait une belle histoire d'Internet et du web, les deux choses étant bien séparées, hein, mais en faisant voir comme il y a ces deux tendances libertaires ou libertariennes et libérales qui convergent dans le web, mais en tout cas il y a ces rêves-là où justement on veut s'émanciper des pouvoirs, c'est pas tellement des autorités, mais des pouvoirs classiques, et tout le monde peut en effet avoir le même droit d'expression, etc. etc. Toute l'idée du cyberespace, hein, le mythe du cyberespace, la déclaration d'indépendance du cyberespace, c'est l'idée de nous sommes libres ici parce que nous ne sommes pas influencés par les pouvoirs existants en dehors de l'espace numérique, du cyberespace. Donc, nous sommes dans un espace complètement vide de pouvoir et vide d'autorité. Tout le monde est sur le même plan, donc vous voyez, il y a une espèce de rêve libertaire anarchiste derrière ces discours-là. Mais en même temps, ce rêve a comme contrepartie un cauchemar. Ah, donc, puisque tout est sur le même plan, il n'y a plus de points de repère, tout est indifférencié, et donc on arrive à ces paradigmes de post-truth et de constructivisme radical. Ça, c'est un peu une vulgata qui est quand même assez présente par rapport à nos représentations du web et du fait numérique en général, et c'est cette vulgata-là que je voudrais mettre un peu en question. En essayant de faire voir, alors en remontant un peu en arrière dans l'histoire, donc quelques siècles avant Internet et le web, nous sommes, je ne sais pas pourquoi mes diapositives bug, voilà, nous sommes en 1517, voilà. Et Luther affiche ses fameuses thèses sur la cathédrale de Wittenberg, une desquelles dit le pape ne veut et ne peut pas remettre d'autres peines que celles qu'il a imposées lui-même de sa propre autorité ou par l'autorité des canons. Il n'utilise pas le mot autorité, mais le mot arbitrio en latin, mais quand même, ce que ça veut dire, c'est que on met en question la capacité du pape de remettre des peines. C'est évidemment toute la critique à la vente des indulgences qui, heureusement, en réalité, ont été vendues parce qu'on a construit Saint-Pierre avec, donc on a fait aussi des bonnes choses. Mais donc c'est toute la critique à ce pouvoir de l'Église. Pouvoir de l'Église qui est fondé sur quoi? Est fondé sur l'idée que l'Église et le pape, comme représentant le plus élevé de l'Église, ont la possibilité de donner l'accès à la vérité. Pourquoi? Parce qu'ils sont les seuls dépositaires de cette vérité-là. Du coup, de cette autorité-là, hein, ce qui est vrai, c'est moi qui peux dire ce qui est vrai et ce qui n'est pas, moi, pape, moi, Église. De cette autorité dérive aussi la capacité, la possibilité de remettre des peines. Puisque c'est moi qui suis le détenteur de la vérité, je suis aussi capable j'ai aussi le pouvoir de vous dire pour te pardonner de tes péchés. Alors, le protestantisme met profondément en question cette autorité-là. Est-ce que c'est, et au point où on arrive à dire, il y a une crise de l'autorité. Il y a une crise de l'autorité, on ne peut plus croire aux institutions qui avaient de l'autorité avant. Et maintenant, à qui je demande? Si je veux savoir ce que veut Dieu, puisque je ne peux pas vraiment demander à Dieu. Et c'est là où on commence à se dire, attends. Donc, c'est un peu plus compliqué que ça. C'est quelqu'un qui avait de l'autorité avant, le pape, on lui dit, c'est plus lui qui a de l'autorité. Mais est-ce que c'est la fin de l'autorité? Du coup, chacun fait ce qu'il veut parce qu'il n'y a plus le pape qui nous dit ce qu'il faut faire? Ou est-ce que c'est quelque chose de différent? En réalité, c'est quelque chose d'assez différent. Il y a en effet un déplacement de l'autorité. Ah, les diapositives qui baguent.
ce n'est pas vraiment une fin de l'autorité. On sait très bien qu'il y a, après 1517, il y a eu beaucoup d'autorités et on continue à avoir des autorités. C'est plutôt un déplacement. Un déplacement de quoi? Du pape à Dieu. C'est-à-dire, là, dans cette phrase-là, comme dans plusieurs de ses thèses, Luther dit justement, ce n'est pas le pape qui a l'autorité, c'est Dieu. Ok, mais est-ce que c'est vraiment Dieu? Non, pas vraiment, parce qu'est-ce que je peux demander à Dieu? Excuse-moi, est-ce que je suis pardonné pour mes péchés? Vous pouvez essayer. Normalement, il y a peu de réponses. Et alors, on déplace où l'autorité? On la déplace vers autre chose, du pape, et donc de l'Église, plutôt au livre. Ce n'est pas un hasard si derrière je vous mets Gutenberg, et si la réforme a lieu au même moment où on a un moyen technique nouveau à disposition, l'imprimerie à caractère mobile, la presse à caractère mobile, qui me permet de diffuser un texte qui avant n'était pas diffusé, que l'on ne pouvait pas, avoir la Bible chez soi, parce qu'un manuscrit de la Bible était impossible d'un point de vue économique à avoir pour une personne normale. Certains, peut-être aristocrates, pouvaient se permettre, sinon c'était à l'Église. Mais si le texte biblique est à l'Église, bien évidemment, qui a l'autorité pour l'interpréter? C'est lui qui peut le lire, c'est-à-dire le prêtre qui l'a à disposition. En plus, ce texte, il est en latin, donc il faut aussi avoir une autre compétence pour l'interpréter, c'est connaître le latin. Donc, la possibilité de déplacer l'autorité de l'Église au texte est liée à plusieurs facteurs, dont un, que les textes soient disponibles physiquement, donc le fait de pouvoir l'imprimer et l'avoir pas cher chez moi. Première chose. Deuxième chose, de savoir le lire. Autre chose qui n'est pas un hasard, c'est que Luther traduit la Bible en allemand. Pour pouvoir donner de l'autorité non plus aux prêtres, mais au texte, il faut que je puisse l'avoir et le lire. Autre hasard qui n'est pas un hasard, c'est la même époque, grosso modo, de la naissance de la philologie, c'est-à-dire d'un rapport critique au texte. Où justement, je me dis, pour donner de l'autorité au texte, je dois me poser des questions sur le texte. Par exemple, s'il est authentique ou pas. Quand il a été écrit, c'est qu'il n'existait pas du tout avant. Pourquoi? Parce que ce n'était pas nécessaire, parce que l'autorité ne passait pas directement par les textes, mais par une institution qui l'interprétait. Donc vous voyez, ce n'est pas du tout une fin de l'autorité, mais c'est la production d'un système autre d'autorité, d'une structure autre d'autorité, qui ensuite d'ailleurs touche non seulement le protestantisme, mais l'ensemble de la société. Bon, là, on pourrait analyser. Donc nous vivons aujourd'hui un moment de changement qu'on peut mettre en parallèle, évidemment, comme tout parallèle, il a ses faiblesses, mais donc je ne dis pas que c'est la même chose, mais en effet, il y a un changement qui est semblable. Il est semblable pour plusieurs raisons, dont une est le fait qu'il y a un changement d'autorité qui est lié à un changement de support. La naissance de la presse à caractère mobile au 15e, 16e siècle et la naissance et la diffusion d'Internet et du web aujourd'hui. Donc il y a quelque chose qui est semblable et je pense d'autres choses semblables, c'est aussi que les paradigmes des rapports au texte qui changent justement au 15e et 16e siècle avec la naissance de la philologie changent aujourd'hui, mais je ne vais pas rentrer dans ces débats. Alors, bon, il aurait fallu que j'ouvre les diapositives avec Chrome et pas avec Firefox. La structuration fiable prénumérique. Alors là, vous voyez quelque chose qui nous semble très clair, que nous savons interpréter de façon assez facile. C'est pour ça que je mets une image de cathédrale. Nous sommes habitués à reconnaître de façon presque immédiate les signes de l'autorité. Nous arrivons surtout pour moi, Européen en Europe, nous arrivons dans une ville et nous reconnaissons immédiatement les signes de l'autorité. Normalement, dans les villes où je suis né, où j'ai étudié, une église,
Schiner Florence, vous avez une église qui est plus ou moins au centre, puis une mairie, Palazzo Vecchio à Florence, avec 2 places, plus ou moins à côté, au centre de la ville. Donc, une série de signes facilement interprétables. Je veux dire, si vous êtes devant le dôme de Florence, vous vous dites, ça c'est quelque chose d'important. Ça c'est, ici il y a quelque chose d'important. Si vous êtes devant Palazzo Vecchio, même chose. On reconnaît les signes de l'autorité. Ces signes correspondent à une organisation institutionnelle stable qui s'est stabilisée dans les siècles et que nous décryptons presque de façon naturelle. Ou mieux, le décryptage s'est naturalisé. Nous n'avons pas besoin de nous poser des questions. Autre exemple, je vais le faire tout à l'heure, dans cette salle, vous savez que vous me regardez, vous m'écoutez. Vous décryptez. Si quelqu'un rentre là, il ne passe pas 20 minutes à se demander c'est qui les profs. Non. Les États, les universités, les médias, les maisons d'édition, les diplômes, les prix Nobel dont parle Umberto Eco, c'est une série de signes que nous avons appris à décrypter et qui nous disent où est l'autorité. Et ces signes sont liés à des systèmes de validation des contenus et des connaissances, mais que nous ne questionnons pas vraiment. C'est ça qui est intéressant, et là je vais arriver à une définition d'autorité. Ce qui est intéressant, c'est que quand nous reconnaissons des signes d'autorité, ensuite nous faisons confiance. Nous sommes dans un état de confiance. C'est ce que disait Alexandre tout à l'heure. Notre vie, la presque totalité de notre vie est basée sur cette confiance-là. Justement, le plafond qui ne tombe pas. Nous avons une série de signes que nous savons décrypter sans besoin d'en faire la liste. Quand je rentre dans cette salle, je ne me mets pas à faire une liste en disant que quels sont les signes là qui me font penser que le plafond ne va pas tomber. Non, je suis habitué à les décrypter. J'arrive devant un grand bâtiment avec un logo UQAM dessus, avec une organisation spatiale, etc., avec des affiches, des trucs, etc. Et tout ça me met en confiance. Je suis dans une université, je reconnais dans ma tête la valeur symbolique de l'université, ici au Canada, etc. Et je me dis, le plafond ne va pas me tomber sur la tête. Et en même temps, je me dis aussi, peut-être je peux écouter ce que dit le type avec une cravate et une barbe devant les projecteurs, parce que peut-être, c'est pas que des conneries. On ne dit pas nécessairement que c'est de la vérité, mais il y a quand même un groupe ici d'une trentaine, quarantaine de personnes qui m'écoutent. C'est presque miraculeux, évidemment, comme le disait Alexandre tout à l'heure. Si je faisais la même chose au milieu de la place des Arts, ça ne marcherait pas vraiment. Bon, alors, la thèse justement que je veux essayer de démontrer, c'est qu'il y a d'autres dispositifs de production de l'autorité, en effet, dans l'espace numérique, mais que l'espace numérique, loin d'être un espace de crise de l'autorité, c'est-à-dire où il y a peu d'autorité, est au contraire un espace où il y en a beaucoup, peut-être beaucoup plus que dans l'espace pré-numérique. C'est-à-dire que cette confiance, et sur ça, il y a peut-être quelque chose de parallèle, un mouvement parallèle aujourd'hui, parce que s'il est vrai, en suivant la phrase de Hannah Arendt, si tout le monde vous ment, vous ne croyez plus à rien, donc c'est une société de méfiance totale, ça c'est peut-être vrai, mais par rapport à quoi? Par rapport justement à la politique et aux médias traditionnels en particulier. Ça ne s'applique pas, à mon avis, au web, qui est au contraire un espace de confiance très élevé, où nous nous posons très peu de questions, ce qui fait en sorte ensuite qu'on est pris par les fausses nouvelles, parce que justement notre niveau de confiance est très élevé. Je vais essayer de vous démontrer ça. Concrètement, si vous regardez ces gros logos-là, ce qu'ils font, ce qu'ils vendent, leurs produits, est principalement, à mon avis, de la confiance. Quand on fait une recherche sur Google, est-ce que vous vous êtes jamais posé la question de... Est-ce que vous avez jamais réalisé à quel point on accorde de l'autorité et de la confiance à Google? 99, quelque chose % des usagers s'arrêtent aux premiers 10 résultats.
Ça veut dire qu'on cherche sur Google, et puis la première réponse, sur des millions, la première réponse est celle que nous regardons. L'accès à la quasi-totalité de la connaissance se fait via un moteur de recherche auquel nous croyons aveuglément. C'est beaucoup plus que se fier au fait que le plafond ne tombe pas. C'est plus que ça, à mon avis. Même chose pour les autres grands, hein, je vais y revenir. Mais Amazon et l'effet que j'achète sur Amazon, les grands succès au début d'Amazon a été donné par l'effet, par la confiance par rapport à la gestion de l'argent et par rapport à la fiabilité de recevoir les produits. Donc tout le monde achetait sur Amazon à une époque où encore l'achat en ligne n'était pas généralisé. Amazon, ce qu'il vendait, c'est « faites-moi confiance ». Vous achetez chez moi et puis vous allez recevoir les trucs, etc. Et en fait, c'est les signes de confiance qu'ils ont travaillé le plus, Amazon. Les services clients qui répondent tout de suite, etc., etc. Vous ne recevez pas une chose, vous êtes remboursé le jour même. L'ensemble de ces signes-là qui me mettent en confiance et qui me font dire « oui, je peux acheter chez eux ». Bon. Donc, thèse, le numérique met en place de nouvelles formes de production de l'autorité, et donc ce n'est pas du tout la fin de l'autorité, mais l'émergence d'un nouveau type d'autorité. Et en fait, les géants du web, c'est ça qu'ils produisent, c'est de l'autorité qu'ils produisent. Les géants du web, on pourrait rajouter peut-être pour mettre quelqu'un qui n'est pas une entreprise privée, Wikipédia, qui arrive, à certaines mesures, à produire un haut niveau de confiance et d'autorité. Je vais, du coup, puisque je l'ai déjà un peu fait, donner une définition d'autorité. Parce qu'en fait, quand j'ai commencé, pour tout vous dire et pour vous mettre justement en confiance, je vais dévoiler un peu mes points de départ. Quand j'ai commencé à travailler sur cette question de l'autorité, je viens d'un background politique libertaire et anarchiste. Du coup, j'étais très méfiant par rapport à l'autorité et je voulais faire un travail contre l'autorité. Donc, je m'étais mis à travailler pour écrire un livre contre l'autorité. Puis je me suis rendu compte, c'était il y a plusieurs années, puis je me suis rendu compte que mon approche était un peu naïve et que finalement ce n'était pas vraiment l'autorité mon objectif polémique, mais d'autres choses. Et du coup, je me suis rendu compte au fur et à mesure que donc ma thèse au début, quand j'ai commencé à travailler il y a une quinzaine d'années sur cette thématique, c'était justement sur Internet, on est finalement libre, il y a plus d'autorité, donc le rêve libertaire peut se réaliser sur Internet, ce qui est, comme je vous le disais, quelque chose qui est très présent dans les discours en ligne de certains groupes en particulier, et très présent d'ailleurs dans certains groupes libertaires et anarcho-socialistes que j'ai fréquentés à l'époque entre Paris et l'Italie. Et peut-être il y a aussi quelque chose de vrai là-dedans, en recontextualisant et en redéfinissant les termes. Par rapport à l'autorité, ce dont je me suis vite rendu compte, c'est que l'autorité on ne peut pas trop s'en passer et qu'elle n'est pas trop quelque chose de négatif dans le sens que, comme Hannah Arendt l'a défini comme ça, c'est quelque chose à quoi on obéit sans coercition et sans persuasion, sans être persuadé avec des arguments rationnels. C'est-à-dire, l'autorité, c'est quelque chose que nous écoutons et nous croyons comme vrai, et donc à laquelle nous obéissons, mais sans être forcés. C'est-à-dire, vous m'écoutez parce que on vous a attaché à la chaise et on vous a attaché les mains et mis du scotch sur la bouche. Bon. Je n'ai pas d'autorité. C'est un pouvoir fort, c'est de la violence, c'est de la coercition, mais en fait, j'ai aucune autorité. Vous m'écoutez parce que vous êtes forcé. C'est pas grave. Et c'est pas de l'autorité, c'est juste de la coercition. Ça, c'est une possibilité. La deuxième possibilité, vous m'écoutez parce que je vous ai démontré rationnellement que j'ai raison. Bon, dans ces cas aussi, c'est pas vraiment c'est-à-dire, par exemple, je vous dis, ne sortez pas d'ici parce que vous allez mourir. Bon, première possibilité, je vous oblige à ne pas sortir, je barre la porte, puis je mets devant un soldat avec un fusil. Bon, là, j'ai aucune autorité, c'est juste je vous ai empêché de sortir. Deuxième possibilité, je dis bien Alexandre, j'ouvre la porte, Alexandre meurt
dès qu'il sort là, il tombe par terre, et là je vous dis, vas-y, sortez maintenant. C'est pas que j'ai de l'autorité, c'est que je vous ai démontré qu'il ne faut pas sortir par là. Donc c'est pas de l'autorité. J'ai de l'autorité au moment où je vous dis, ne sortez pas par là, c'est très dangereux, puis vous restez à votre place, vous êtes content. Donc vous me faites confiance. Ça, c'est de l'autorité. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que Hannah Arendt dit que les régimes totalitaires ne sont pas des régimes où il y a trop d'autorité. Ce sont des régimes sans autorité. Le totalitarisme est un régime, selon Hannah Arendt, dans lequel, par manque d'autorité, on fait quoi? On a recours à la violence. Puisque personne ne va m'écouter quand je dis ne sortez pas par cette porte, parce qu'en fait tout le monde pense que c'est faux ce que je dis, puisque personne n'a confiance en ce que je dis, alors il faut mettre 4 militaires devant. Puis faire en sorte de dire, si vous sortez de cette porte, c'est moi qui vous tue. Et si vous regardez le web, et nos comportements sur le web, ce sont des comportements, à mon avis, qui sont beaucoup plus proches à des comportements dans un espace à haute autorité qu'à haute violence. Il n'y a personne qui vous oblige à utiliser Google. Et il n'y a personne non plus qui vous oblige, qui vous donne des arguments rationnels pour vous expliquer que c'est la meilleure manière de faire une recherche. Il n'y a personne qui vous oblige avec la force et la violence à utiliser Facebook, Amazon, etc., etc. En fait, nous sommes dans un régime de forte confiance, où nous avons ces comportements-là parce que nous faisons confiance. Donc, il y a beaucoup d'autorité. Il n'y a pas de violence et il n'y a pas beaucoup d'arguments rationnels parce que combien d'entre vous ont lu l'article de Brin et Page où ils expliquent le fonctionnement de PageRank, qui est l'algorithme qui est à la base de Google. Je pense que la quasi-totalité des usagers ne sait même pas ce que c'est que PageRank. Puis ceux qui le savent, moi je le sais parce que ça m'intéresse, mais en fait je ne sais pratiquement rien. Parce que oui, j'ai lu l'article, j'ai compris la moitié, pour être sincère, puis j'ai incapable de faire les calculs mathématiques qui sont derrière, et en plus je sais que cet algorithme-là est un des composants de l'algorithme du moteur de recherche, mais pas les seuls, il y en a des millions d'autres. Donc, mais je continue à utiliser Google. Alors, autre thèse, il y a un lien fort entre l'autorité, donc pourquoi nous faisons confiance, en fait? D'où vient la confiance? Un élément, à mon avis, fondamental est justement le fait qu'il y a des signes, et en particulier une organisation spatiale que nous sommes capables de reconnaître. Alors cet exemple me semble assez clair. Il y a aussi la statue qui indique le prof. Pourquoi tous ces gens-là écoutent le prof? Moi, ça m'épate à chaque fois, c'est pour ça que je suis devenu prof, parce que j'aime me faire écouter. Et en fait, ce qui est génial, c'est que il y a quelque chose qui fait que vous m'écoutez. Et ça marche. Toujours. Et ça marche pour des mauvais profs, pour des très bons, mais aussi pour des très 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 mauvais. Donc ça ne vient pas, vous ne m'écoutez pas parce que moi j'ai de l'autorité. Vous m'écoutez parce qu'il y a un dispositif qui met en place, et en fait vous m'écoutez évidemment, vous comprenez ce que je suis en train de dire, pas que oui vous ne m'agressez pas, vous faites silence, etc. Mais en fait vous m'écoutez, dans la plupart des cas, vous me faites un peu, au moins, à un certain niveau, vous me faites confiance. Vous faites confiance à ce que je dis. Vous pensez que ce que je dis, au moins dans les sciences humaines, vaut la peine d'être écouté. Si ce n'est pas nécessairement vrai, mais vaut la peine d'être écouté. Donc, qu'est-ce que c'est ce mécanisme-là? Vous voyez, ici, il y a vraiment un mécanisme spatial qui est révélé. Dans cet amphithéâtre aussi. Tout est organisé pour faire en sorte qu'il y ait quelque chose qu'il faut regarder, qui est plus visible, qui est plus facilement compréhensible, qui est devant les yeux de tout le monde, et finalement, on regarde. L'organisation de l'espace nous dit quelque chose de très important, à mon avis, par rapport à l'autorité. Donc, ma thèse, c'est que, et on pourrait l'expliquer et donner plus d'exemples pour essayer d'argumenter cette thèse, mais je vais essayer d'aller un peu vite, parce que combien de temps il me reste? 20 minutes, un truc comme ça? Ou plus, 20 minutes, ouais. Donc je vais essayer d'aller un peu plus vite. L'autorité émerge par rapport à un espace donné et se base sur les valeurs que cet espace exprime.
C'est-à-dire que finalement, vous m'écoutez par rapport à la structure de l'espace où nous nous trouvons, où espace c'est quelque chose d'assez vaste, hein, je vais essayer de venir sur ça. Et en fait, cet espace porte des valeurs auxquelles, finalement, si vous m'écoutez, vous adhérez. Je vous ai fait l'exemple de Florence, du dôme de Florence et du Palazzo Vecchio. Je vous en fais un autre très parlant. Pise, c'est la ville où j'ai étudié et c'est la ville qui est connue justement pour sa tour et la Piazza dei Miracoli, qui est justement la place du pouvoir religieux. C'est l'église, hein, la cathédrale, en fait, quand vous regardez, Pise est une ville assez bizarre parce que les touristes, on ne les voit pas à Pise. Pourquoi on ne les voit pas? Moi, j'ai vécu à Pise 6 ans en tant qu'étudiant et on ne voit jamais un touriste. Pourquoi on ne voit jamais les touristes? Parce que les touristes, ils vont seulement ici. Donc, tous les camions de touristes et des voyages organisés vont visiter la Piazza dei Miracoli. Et en fait, pourquoi on ne voit pas les touristes? Parce que la Piazza dei Miracoli n'est pas au centre-ville. La Piazza dei Miracoli est adossée, et vous le voyez ici, au mur, au rempart de la ville. C'est-à-dire que c'est à l'extrême périphérie de la ville médiévale. Et en fait, c'est pour ça qu'on ne voit pas les touristes, parce qu'au contraire, l'université et l'ensemble des activités, puis c'est une petite ville quand même, sont au centre-ville. Donc nous, en tant qu'étudiants, on était au centre, puis on ne voyait jamais les touristes, qui étaient en gros en banlieue, presque. C'est pas la banlieue parce qu'évidemment après la ville c'est agrandi après le Moyen-Âge, mais quand même c'est périphérique. Et qu'est-ce qu'il y a au centre? Au centre, il y a justement actuellement c'est le lieu où réside l'école normale, hein, c'est le Palazzo dei Cavalieri qui est le siège médiéval du pouvoir temporel, donc du pouvoir de la Repubblica Marinara, la République de la mer, qui était Pise pendant le Moyen-Âge. Donc le pouvoir temporel, c'est une chose très bizarre, parce que normalement, c'est la cathédrale qui est au centre de la ville, puis le pouvoir temporel un peu écarté, parce que le pouvoir... Et alors, Pise, c'est qu'exprimé avec cette organisation de l'espace, était une république laïque, déjà au Moyen-Âge, ce qui était évidemment une exception par rapport à d'autres pouvoirs aussi assez laïques comme celui de Florence, où quand même la cathédrale et Palazzo Vecchio sont tous les deux au centre, pas très loin, et qui se font en gros concurrence. Hein. Ce qui n'est plus important, ça dépend après de l'époque. Bon, donc vous voyez, l'espace produit des valeurs. Donc, de quel espace je parle? Je ne parle pas vraiment de l'espace mathématique, mais je parle plutôt de l'espace comme, je ne vais pas parler de tout ça, du nomos de Schmitt, etc. Je vais vous en redonner des références bibliographiques si vous en avez envie, mais justement l'espace en tant qu'organisation des relations entre des objets, des relations qui impliquent la visibilité des choses, l'accessibilité des choses, la centralité des choses, l'être dedans ou dehors, etc. Donc cette organisation spatiale-là, dans un sens assez vaste, qui porte des valeurs, c'est ça, à mon avis, un des points de départ pour comprendre l'autorité. Je peux le faire avec Pise, où l'analyse de la structure de la ville me dit beaucoup à propos de la répartition des pouvoirs et donc des autorités. On fait confiance dans le Pise du XIIIe siècle, on fait confiance aux cavalieri de la République, plus qu'aux prêtres qu'on a mis à côté des remparts. D'ailleurs, à côté des remparts et de l'autre côté, tout de suite de l'autre côté, il y a les cimetières. Parce que les cimetières étaient à l'extérieur des murs, et en fait c'est une façon pour dire, c'est le pouvoir religieux, on aime ça, c'est l'au-delà, c'est avec les morts. Là, si après vous devez venir acheter des choses et se mettre d'accord pour le commerce, etc., vous venez au centre-ville où il y a le pouvoir temporel. Et là, on est vivant. La cathédrale, on la met justement au centre d'un autre régime spatial qui est celui de l'au-delà. Donc à côté des morts. Alors l'espace numérique, du coup, je le vois comme un espace architectural fortement structuré, un espace réel, un espace hybride, c'est-à-dire, je vais essayer d'expliquer tout ça, et un espace en mouvement. Architectural, c'est-à-dire que
justement pas liquide du tout. L'espace numérique, pensez à cette salle. Cette salle est, à mon avis, fait partie de l'espace numérique. Pourquoi? Parce que c'est une série de relations hybrides entre des objets connectés et non connectés. Il y a une connexion ici. Vous avez des téléphones cellulaires, nous avons des tablettes, des ordinateurs, etc. Il y a une caméra qui enregistre. Je ne sais pas exactement ce que fait cette caméra-là. Est-ce que ça pourrait streamer en direct ce que je suis en train de faire? Donc, ma visibilité est produite par cet ensemble de relations où je suis visible par vous, hein, les relations que nous avons de distance, etc., qui font cet amphithéâtre, etc. Mais je suis visible peut-être et écoutable aussi par d'autres personnes. Mais ces autres personnes, ce n'est pas du tout liquide, donc tout le monde. Non, non, pas du tout. Ça respecte des protocoles bien précis. Si Olivier est en train de live-tweeter une image de moi, bah, ça passe par un protocole d'échange de données bien particulier, hein, bien organisé, écrit par des bases de données particulières, qui peut voir, pas n'importe qui, pas tout le monde, mais ceux qui acceptent les mêmes protocoles, utilisent la même technologie, etc. etc. Même chose pour si quelqu'un justement m'enregistre et m'envoie via WhatsApp ou whatever. Mais l'ensemble, l'architecture de cette salle est composée par ces bancs, ces chaises, les lumières, les portes, les projecteurs, etc. Mais aussi les protocoles qui vous permettent, par exemple, vous de me voir, c'est un protocole, hein, vous vous taisez, vous m'écoutez. Si vous parliez tous, bah, vous ne seriez pas capable de m'écouter. Mais aussi d'autres protocoles, bah, par exemple le protocole TCP/IP qui permet à vos appareils d'être connectés avec d'autres appareils, et puis d'autres protocoles qui permettent, par exemple, d'échanger des messages en temps réel ou d'envoyer un signal vidéo en continu. Donc, c'est un espace architectural, c'est un espace réel, c'est notre espace. Nous vivons dans un espace numérique. Nous vivons dans un espace numérique parce que nous vivons dans un espace où les objets connectés et non connectés sont ensemble et les protocoles non numériques, par exemple le protocole avec lequel je vous parle, c'est un protocole, moi je parle, vous vous taisez, et les protocoles numériques, TCP/IP et d'autres protocoles d'échange de données, d'informations, etc., sont ensemble et ensemble font l'architecture réelle dans laquelle nous habitons. Je ne comprendrais rien à cette salle si je ne comprenais pas que, outre les protocoles architecturaux pré-numériques, il y en a d'autres qui sont numériques. Par exemple, je pourrais dire des choses et puis me plaindre du fait qu'elles sont finies sur Facebook ou sur une vidéo, alors que bah, je dois comprendre et décrypter un espace qui est hybride, qui donc permet en effet que ce que je suis en train de dire passe sur Facebook et sur Twitter et sur YouTube ou whatever. C'est le concept d'éditorialisation auquel je travaille avec pas mal d'amis, 10 minutes depuis longtemps, dont Olivier fait d'ailleurs partie. C'est le concept d'éditorialisation que j'essaie d'utiliser pour expliquer, pour analyser cette structure spatiale. Donc l'éditorialisation que je définis comme l'ensemble des dynamiques qui structurent cet espace numérique et qui est caractérisé par au moins 4 éléments que je vais essayer d'appliquer maintenant pour aller un peu plus rapidement à la question de l'autorité. Donc, si l'espace numérique a une structure particulière, cela veut dire que les autorités qu'on peut retrouver dans l'espace numérique, en effet, sont différentes de celles auxquelles était habitué Umberto Eco, qui structurait l'espace pré-numérique, mais que du coup, nous pouvons décrypter ces autorités-là. Ces 4 point-là, je vais un peu vite sur l'éditorialisation, si vous avez des questions, comme ça on aura le temps pour en discuter, mais je vais voir ce qui est à retenir juste. L'éditorialisation, ça sert pour étudier du coup cette structure de l'espace numérique, qui serait, c'est ma thèse, le fondement des autorités typiquement numériques, ou qui en effet nous semblent aujourd'hui différentes par rapport à celles qui existaient auparavant. Donc la première idée, c'est qu'elle soit processuelle. Un exemple. Wikipédia, la fiabilité, l'autorité de Wikipédia par rapport à l'autorité d'un article savant. Alors, l'article savant est quelque chose qui est stable, qui ne doit pas changer et auquel on fait confiance pour cette raison-là, et qui a été, dont le contenu a été validé par une structure stable. C'est-à-dire, j'ai soumis mon article, j'ai fait une recherche, il y a eu
des évaluateurs qui ont lu l'article, qui ont fait des commentaires, puis une revue qui l'a accepté, qui l'a publié. Et ce savoir-là est considéré comme un savoir validé et stable qui reste tel quel. Donc en fait, l'article après, il ne doit pas changer. Et c'est pour ça qu'on fait confiance. On fait confiance quand on dit, ok, ça c'est quelque chose qui a été validé, quelqu'un l'a lu, les contenus est donc juste parce qu'il a été validé comme ça. Sur Wikipédia, les contenus, vous savez, ils changent tout le temps. Et alors pourquoi on fait confiance et c'est quoi la base de la confiance? C'est les règles formelles de la production du contenu qui comptent. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais personne qui arrive, il n'y a pas un expert, comme dans les cas de l'article savant, qui dit « ce contenu est bon ». Il n'y a pas d'expert sur Wikipédia, c'est la communauté. Mais qu'est-ce qu'il y a? Il y a des règles qui expliquent comment on fait pour produire un article. Donc il y a quelqu'un qui... Donc j'écris un article sur la physique quantique, puis il y a quelqu'un qui n'en sait rien de physique quantique, mais qui peut regarder si j'ai respecté les règles de Wikipédia, donc les règles processuelles de Wikipédia, pour écrire cet article. Donc le contenu n'est pas stable. Ce qui est stable, ce sont les règles pour les produire. Donc typiquement, les règles de Wikipédia, par exemple, le fait qu'il faut toujours citer des sources, il faut toujours citer des sources de littérature secondaire, jamais de littérature primaire. Ça, c'est une des règles de Wikipédia. On pourrait se demander pourquoi, parce que c'est une encyclopédie, donc ce n'est pas du matériel de première main, mais deuxième. Donc là, ce sont des règles formelles qui établissent comment on fait un processus, qui ne disent pas ce contenu est juste ou pas juste, mais qui disent la façon de produire ces contenus correspond aux règles de Wikipédia. Donc l'autorité vient de quoi? Non pas de la structure stable et fixe de l'évaluation d'un contenu, comme dans le cas de l'article savant, mais plutôt de la structuration, par contre très précise, tellement précise et rigide qu'elle peut être faite par un algorithme. Sur Wikipédia, il y a de plus en plus d'algorithmes qui vérifient que les règles aient été respectées. Donc ce n'est pas du tout liquide. Hein. C'est un processus, mais c'est un processus tout à fait écrit et tout à fait stable en tant que tel. Bon, elles sont performatives. Là, un exemple qui me semble parlant, c'est le rapport entre l'archive et la base des données. Comparer une information à des faits ou produire des dispositifs qui permettent de comparer des informations entre elles. Donc là, vous voyez, si j'ai... Là, c'est la différence entre la France et le Canada. Je vais utiliser cet exemple, comme ça me permet de parler un peu de ma fille qui est née la semaine dernière. Donc, j'ai une fille qui est née la semaine dernière, qui est canadienne et française, parce que ma conjointe est française. Alors, la France, ce qui compte pour la France, c'est l'archive, c'est l'original. Donc, vous savez que les Français, les consulats français demandent aux parents de ne pas faire déposer les certificats de naissance de l'hôpital canadien, parce qu'il faut déposer ces certificats-là, l'original, d'abord au consulat français. La République en premier. Donc, et ensuite à l'état civil canadien. Or, ce qui est très intéressant, c'est que l'état civil canadien ne veut pas les certificats. C'est-à-dire que l'original, donc là on a quelque chose qui est original, c'est l'archive, et c'est le fait d'avoir l'original qui produit l'autorité. Donc la France veut l'original. Donc je sors de l'hôpital, je dis au médecin, ma fille est française, donnez-moi les certificats, donc ne l'envoyez pas à l'état civil canadien, je l'amène au consulat français et c'est l'archive qui fait foi. Donc c'est quelque chose, c'est le document en tant que tel. Or ce qui est très intéressant, c'est que ces documents-là, après, je peux les jeter, parce que l'état civil canadien, ce qu'il veut, c'est juste les numéros du certificat qui lui permet d'accéder à une base de données et de vérifier que cette naissance a bien eu lieu. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'original. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a une autre chose, il y a des dispositifs qui permettent de comparer des informations. Les databases, donc il n'y a plus d'original. Ce n'est pas le fait que moi j'ai les certificats, donc c'est moi qui sais ce qui s'est passé. Non, parce qu'en fait, il y a la base de données de l'hôpital, puis la base de données de l'état civil, puis d'autres bases de données. Et ce qui est important, c'est quel est le mécanisme qui permet à ces bases de données-là de se parler et de faire en sorte de dire, OK, il y a 3 bases de données qui disent la même chose, ça veut dire que c'est une information fiable. Ça, et je fais l'exemple de l'original parce que c'est assez intéressant comme aujourd'hui, cette question de l'original pose des problèmes à certaines institutions. En France, c'est systématique, mais parfois au Canada aussi. C'est-à-dire, puisqu'il n'y a plus d'original, ils ne savent plus quoi faire. Amenez-moi les certificats originaux. Mais il n'y en a pas.
il y a juste des... L'original, c'est quoi? Ben, il n'y en a pas d'original, il y a une entrée dans une base de données. Pourtant, je veux l'original. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on imprime une chose et on dit, c'est ça l'original, mais ça n'a aucun sens. Pourquoi ça n'a pas de sens? Parce que là, l'autorité, donc la possibilité de faire confiance à une information ne dérive pas du fait que moi, je suis celui qui a les parchemins. C'est pas ça. Et après, je peux te l'imprimer sur parchemin, mais c'est pas parce qu'il est imprimé sur parchemin qu'il a plus de valeur qu'un truc qui n'est pas du tout imprimé. C'est juste un mail, mais qui correspond à un effet. Et donc, c'est ça la performativité, il faut une activité. Ce qui compte pour vérifier, ce n'est plus la correspondance à un document figé, mais plutôt un protocole qui permet à plusieurs informations de se parler entre elles. Donc, c'est l'activité qui produit, donc c'est ces dispositifs-là qui produisent la confiance. Ces dernières choses, elles sont multiples, parce que, mais là, je vais très vite, c'est-à-dire que ces manques d'unicité, en effet, ou cette multiplication de l'information que prévoit, qui est implicite dans la nature même peut-être du support numérique, je vais un peu vite mais bon, permet qu'il y ait plusieurs régimes de discours. Alors, ce n'est pas une nouveauté totale, mais c'est beaucoup plus accentué, je trouve, dans l'espace numérique. Donc, il y a des régimes de discours parallèles et concurrents, et donc des autorités parallèles et concurrentes dans un espace qui nous semble être les mêmes. C'est-à-dire, dans l'autorité pré-numérique, à la fin, oui, il y a plusieurs types d'autorités. Par exemple, Alexandre en faisait des listes tout à l'heure. Oui, vérité scientifique et une autorité plus scientifique et une autorité d'autres types, par exemple sentimentale, etc. Mais elles habitent des espaces qui sont plutôt séparés. Quand je suis à l'université, c'est clair que ce qui m'intéresse, c'est l'autorité scientifique. Ce que porte le numérique, c'est que ces différents discours cohabitent dans un même espace. Et donc, ces différentes autorités cohabitent dans le même espace. Et c'est ça qui est surprenant. C'est pas que ça crée problème, c'est pas que ça existe depuis toujours, c'est juste que c'est surprenant et que nous avons du mal à nous repérer là-dedans. Et il y a, dernier aspect, la collectivité. C'est-à-dire qu'il y a une interaction entre plusieurs aspects. C'est un peu la même chose que je disais par rapport aux différentes databases, différentes bases de données qui se parlent entre elles. La même chose arrive de façon un peu plus large. C'est-à-dire que la production de l'autorité n'est jamais limitée à des acteurs bien identifiables, mais elle est toujours diffusée à des collectifs. L'exemple des PageRank qui est dans l'illustration que vous avez derrière en est un, c'est-à-dire ce qui produit le fait qu'un contenu soit fiable, elle n'est pas concentrée, l'autorité n'est pas concentrée dans un seul point, mais elle est plutôt diffusée à une série d'interactions collectives. Bon, je suis allé un peu vite sur ces points-là, on pourra revenir pour les illustrer. Merci beaucoup.